Loin des plages caribéennes aux eaux translucides, les côtes guyanaises offrent un littoral mystérieux. Un océan de boue aussi trouble que ses eaux, entre les estuaires de l'Amazone et de l'Orénoque. Une géographie qui a imprégné les hommes et leur relation à la mer. Des premiers colons décimés par la malaria, aux bagnards condamnés à la réclusion sur les îles du Salut, le littoral guyanais s'apparente à l'enfer. Mais pour les Kali'na, le peuple amérindien de la mer installé sur ce littoral depuis 1000 ans, ici c'est le paradis. Cet océan-là, moi je l'aime. C'est pour ça que moi j'aime bien la mer, parce que c'est de là, c'est ça qui nous nourrit. Un océan riche et nourricier qui interroge et passionne les scientifiques. Il y a tout à découvrir encore ici et il faut essayer de rendre justement clair ce qui est plutôt trouble dans ces eaux marronasses de Guyane. Un océan convoité, victime de trafics qui mettent en péril une biodiversité unique. Stop! Stop! Parlez! Ce territoire taillé pour les aventuriers noue ici une relation forte entre les hommes et la mer. Car la Guyane n'est pas que forêt, elle est aussi océane. Partout, la Guyane, nous avons la mer Atlantique en face de nous. Hop. On fait ce qu'on peut. Deux fois. Ouais. À la première heure et à la dernière heure. J'y ai dit pour Patrice, là. Les 3/4 de la population guyanaise vivent sur le littoral. Et s'il est rare de voir des baigneurs et des activités nautiques en bord de mer, les riverains ont développé d'autres passions pour flâner sur la plage. Le concours de pêche très prisé par les amateurs de surf-casting. Autrefois l'apanage des métropolitains et des expatriés, c'est aujourd'hui toute la communauté guyanaise qui taquine le poisson. Là, je pense que c'est une raie. Vu comment ça tire, puis le départ qu'elle fait, quand ça part d'un coup comme ça, en général, ça loupe pas. Loïs, 16 ans, est un passionné. Il ne rate aucune des 10 manches du championnat de pêche. Le but, c'est de prendre pas le plus de poissons, mais d'avoir le plus de poids. Tous les 3 pêcheurs, il y a un commissaire. C'est lui qui va peser les poissons. C'est 4. Ouais, les 5-4. C'est correct, mais bon, il y a plus gros. J'en ai fait une juste avant, là, de 7 kilos. Il peut y avoir de très, très gros poissons par moment. C'est bon, hein? Ouh 1,015 kg. Ouais. Bravo. Ah, Dédé. C'est bon, Dédé? Non? On le remet à l'eau parce que c'est la meilleure des choses à faire. Ici, c'est comme ça. Ça, c'est une lotte. 580 grammes. Petite. Ça peut atteindre les 4-5 kilos, je pense. Oh, reste là parce que faut que ça pèse. La murène, si tu mets les doigts, tu vois, là, Ça mord. Hein. 3 kilos. Je pense qu'il y a un poisson, vu que ça tire, ça se laisse pas faire. Ouais, c'est ça, un vieux petit poisson. On appelle ça un bubule ici ou un poisson globe. Parce qu'en gros, dès que ça a peur, ça se gonfle et ça monte les épines. Ici, il y a une grande diversité de poissons. Il y a du mérou, mais c'est plus près des roches, du croupia. On a beaucoup d'acoupas. Et surtout, le poisson qu'on prend vraiment le plus en surfcasting, c'est la raie. C'est vraiment en fait, on a un phénomène d'envasement en Guyane, ce qui fait que les raies, elles viennent manger tout ce qu'il y a dans la vase, donc c'est là où il y en a le plus souvent. Allez, attention, soulève, il est lourd. Vas-y encore, 7 kg 855. Moi j'aime cet océan parce que c'est vraiment particulier à la Guyane. Quand on va aux Antilles, on a de la belle eau, en métropole c'est pareil. Alors qu'ici c'est vraiment différent et c'est ça qui fait la beauté de cet océan en fait. Il y a 10 ans de ça, on n'avait pas de vase, on avait vraiment que du sable sur les plages. On ne s'est jamais trop posé la question d'où venait cette vase en fait.
Mais on sait qu'elle vient par cycle et qu'au bout d'un moment, la mer, les vagues, le courant, ça fait partir toute cette vase-là et on retrouve une plage qu'avec du sable. C'est ça qui rend la beauté de cet océan. C'est qu'il est différent des autres. Une singularité qui n'a pas que des avantages, car la vase empêche toute installation portuaire. Ici, les bateaux ne peuvent trouver refuge que dans les estuaires ou à l'embouchure des fleuves. Comme ici, tout à l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, juste en face du Suriname. La deuxième ville de Guyane s'est construite autour de son bagne et de son fleuve, seul accès à la mer. C'est le domaine des Bushinangé, ces descendants d'esclaves devenus rois du fleuve. Cet accès à la mer permet également à Antoine Gardel et à son équipe de géographes d'étudier l'envasement du littoral. La spécificité de la Guyane, c'est que tous les estuaires sont influencés par l'Amazone, qui se situe là on est à peu près à 500 km donc au nord-ouest de l'embouchure de l'Amazone, et on est encore très influencé par cet énorme fleuve qui apporte énormément de sédiments dans l'océan. C'est donc le fleuve Amazone, situé au Brésil, qui donne cette couleur si particulière au littoral. Antoine et Tanguy sont là pour analyser l'impact de ces sédiments sur le fleuve et notamment sur la salinité de l'eau. 1,31. 1,31 ? Ouais. 0,94. À la sortie du fleuve Maroni, l'équipage débarque sur le littoral pour effectuer des mesures à terre cette fois. L'objectif est d'évaluer et d'anticiper les variations du trait de côte. Car ici, encore plus qu'ailleurs, l'océan dicte sa loi. Des bancs de vase transitent et modifient le paysage. Grâce à ses instruments de géomètre et un drone, Antoine obtient un suivi régulier de cette plage en 3 dimensions. Ok, là tu t'entames le dernier tronçon là, pour lever la plage. 80% de recouvrement. Ok, et là, l'altitude est de 50 mètres, c'est ça? 50 mètres. Avant, la plage n'était pas forcément beaucoup plus large, mais par contre, elle a reculé. Et donc aujourd'hui, certains secteurs du village sont quand même très vulnérables et les populations, ce qui est normal, sont inquiètes parce qu'on a eu quelques épisodes de submersion récemment et avec donc de l'eau qui est arrivée jusqu'aux maisons. Un banc de vase, c'est un objet littoral qui est unique au monde, qui peut faire jusqu'à 40 km de long, voire plus, 20 km de large, et en moyenne 3 mètres d'épaisseur. Donc un banc de vase, c'est entre 2 et 3 milliards de mètres cubes de sédiments, donc ce qui est énorme. On voit ici des paquets de vases qui sont assez consolidés. C'est-à-dire qu'on peut en faire, en quelque sorte, le malaxer, en faire une boule. Contrairement au sable, on ne peut pas faire de boule avec du sable. Alors cette vase, en fait, provient de l'Amazone. Alors, elle est en grande partie issue, le produit de l'érosion des Andes. Il faut imaginer qu'ils ont parcouru des milliers de kilomètres, puisque la cordillère des Andes se situe de l'autre côté du continent sud-américain, et ensuite sont transportés dans l'Amazone et rejetés en mer. On est donc ici sur le littoral vaseux le plus étendu au monde, entre les deltas de l'Amazone et les deltas de l'Orénoque, 1700 km de littoral. Une puissance molle, incontrôlable, et qui se déplace toujours vers l'ouest. Cette matière bien vivante est plus riche qu'il n'y paraît. Là, on voit ici, on voit bien des petites galeries de verre avec, on voit des terriers ici, qui sont vraisemblablement des terriers de crabes.
des petits vers, des petits coquillages qui se développent dans ces milieux et que les oiseaux ou des poissons viennent manger. Ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille sur ces... Vraiment à aller patauger dedans, faire des mesures, des observations. Ça ne fait pas forcément rêver tout le monde. Mais c'est passionnant d'étudier des milieux qui changent si rapidement, avec des phénomènes d'une telle ampleur. C'est tellement unique qu'on observe ça nulle part ailleurs dans le monde. Les modifications rapides du littoral mettent ici en péril le village de Yalimapo, menacé par l'érosion de sa plage. Plus à l'est, à Awala, c'est l'inverse qui se produit. Sous l'effet de l'accumulation de la vase, la mangrove a colonisé le littoral et le village a perdu son accès à la mer. On est sur le littoral le plus dynamique au monde, puisqu'on a de telles variations du trait de côte. On atteint des reculs de l'ordre de 150 mètres par an. Et on peut avoir des avancées tout aussi rapides. C'est en permanence érosion, envasement, mangrove, sable. Et c'est un schéma qui se répète perpétuellement. Les modifications du littoral et son envasement ont poussé les Amérindiens à prendre leur distance vis-à-vis de la mer et de leurs traditions maritimes. Pourtant, ils sont une poignée à s'accrocher à ce littoral mouvant. Les Kali'na, originaires des hauts plateaux amazoniens, ont été les premiers à coloniser le littoral guyanais. Cette petite communauté amérindienne d'environ 5000 habitants défend envers et contre tout sa culture de peuple de la mer. Gaëtan est l'une des figures de proue de cet héritage. Il est même l'un des derniers à savoir encore fabriquer une pirogue. Avant, les Kali'na savaient faire des vraies pirogues, pas des petits, mais des grands. Que des grands pour le voyage, pour la pêche, pour aller en haute mer. Mais aujourd'hui, personne ne s'intéresse à construire une pirogue encore comme ça, non? Personne. Lorsqu'on dit que je suis un Kali'na, mais il faut savoir tout faire. Lorsqu'un Amérindien dit que oui, je suis un Kali'na, pareil, pour lui, il est un Kali'na dans sa tête. Mais pour moi, je suis un vrai Kali'na. Avant, les Kali'na bougeaient beaucoup. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas là, allez hop, ils ramassaient toutes ses affaires, chercher un autre endroit. Et maintenant, c'est fini. Personne ne peut plus bouger. En même temps, on va jeter le filet. Ah, comment? J'aime bien pêcher avec mon fils parce que je lui montre. Tiens. Allez, tiens. Ils vont aider à sortir. Il y a un peu de tout, hein. La coupa, machoran, petite gueule, coco, copia, un méro géant. J'aimerais bien attraper un gros, oui. Là, on verra. En digne héritier de cette culture, Gaëtan, lui, n'a pas besoin d'instruments pour lire à travers ces eaux troubles. Il est salé, pas trop, léger. Je goûte l'eau si vraiment il est salé. S'il est salé, je dis que ouais, peut-être un peu plus tard, ça va être mélangé avec l'eau douce et ça va nous donner un peu de poisson dans le filet. Hein? Moi, je goûte l'eau à chaque fois.
cet océan-là, moi, je l'aime. C'est pour ça que moi, j'aime bien la mer, parce que c'est de là, c'est ça qui nous nourrit. On peut aimer une mer, la mer, par exemple, l'eau est bleue, oui, on peut se baigner. Parce que lorsque l'eau est vraiment claire, bleue, bien comme ça, je sais qu'il n'y aura pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Mais moi, j'aime bien une mer qui est un peu trouble. Le poisson, ils vont manger au fond. Ils attrapent des petits crabes, tout ce qu'ils trouvent. Le mulet, ils mangent de la vase. Lorsque vous nettoyez le poisson, vous voyez que dans le ventre du poisson, ben c'est comme de la vase. Mais l'eau, lorsqu'elle est trouble, ben toi, tu ne vois pas ce qu'il y a en bas, au fond. Mais oui, moi, je sais, oui. Ouais. Je sais. Ouais. Je vais monter. Lorsque les Indiens allaient pêcher, c'était pour eux-mêmes. Ils partageaient avec les amis. S'il y a un qui ne va pas à la pêche, il donne à une autre 1 kilo, 2 kilos, comme ça. Ça, c'est le kuma, mâchoire en blanc. Ah, ça, c'est une coupa de mer, une coupa rouge. Cet coupa-là, il est très recherché par les grands pêcheurs. Ouais, parce que ça se vend plus. Là, on va faire un petit salé, poisson salé, boucané. Et la coupa, on va le manger. Gaëtan et son fils Jonathan rentrent chez eux, à Ayawande, un village traditionnel comme il en existait autrefois le long de la côte. Un village uniquement accessible en pirogue, bien à l'abri de l'océan et de ses tempêtes. Ici, on est au village Ayawande. Auparavant, on était nombreux. Et je me demande pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent pas rester ici, avec à cet endroit-là, un endroit qui est bien merveilleux, voilà. C'est un endroit, pour moi, c'est un paradis. Et je me demande pourquoi les gens ne veulent pas habiter ici, ne veulent pas rester ici. Et auparavant, on était presque plus de 100, 200. Mais maintenant, on est à une dizaine seulement. Tous les gens sont partis. Ils préfèrent la ville. Moi, je préfère rester ici, que personne ne me dérange. Je pense que je vais rester jusqu'à la fin ici. À peine débarqué, le poisson est déjà entre les mains de Lydia, l'épouse de Gaëtan. Elle prépare le casilipo, un plat traditionnel accompagné de manioc. Il n'est pas retourné bredouille. Il a fait une bonne pêche. C'est déjà bien. Maintenant, la culture Kalinia se perd. C'est bien dommage. Lorsque vous allez dire à un jeune de faire une vannerie sur un panier, il ne va jamais le faire pour vous parce qu'il ne sait pas le faire. Il n'est plus dans la culture Kalinia. Et c'est bien dommage pour moi. Ici, il y a tout. Il y a la rivière là, il y a l'océan. J'ai mon abattis tout près. J'ai des légumes. Je récolte ce que j'ai planté. Et on vit de ça. Avant, les Kaliniens n'avaient pas besoin de confort. C'est maintenant, avec la modernisation, avec l'évolution, que presque tout le monde veut le confort. Mais moi, ça ne me dérange pas. Le confort ou pas. Moi, je suis bien ici. Hein. Je suis bien ici. C'est vrai que la tradition Kalinian même, ça se perd. Parce que les jeunes ne veulent pas apprendre. Moi, j'apprends un tout petit peu, mais c'est pas tous les jours que j'apprends. On n'en parle pas beaucoup aussi. Pour ça. Sur cette frange de littoral,
le maintien des traditions et d'un certain mode de vie ne tient plus qu'à un fil. Gaëtan se démène pour faire vivre sa culture et transmettre encore et toujours. Parfois même en remettant au goût du jour un sport un peu étrange. Une sorte de surf de vase. En fait, une discipline issue d'une ancienne pratique de pêche. Il faut que la vase soit humide un peu pour que la planche, ça glisse sur la vase. Mais là, c'est pour ça que ça colle, à chaque fois, ça colle ça. Ça donne des efforts pour pousser. Ce sport, ça vient des pêcheurs. Alors, les pêcheurs, auparavant, ils mouillaient la filet avec des piquets. Et puis, ils laissent la marée descendre. Alors, les poissons, ils ne peuvent pas aller nulle part, ils restent bloqués dans le filet. C'est à ce moment-là, les pêcheurs allaient prendre sa planche pour aller récupérer les poissons. Moi, je n'ai jamais pêché comme ça, mais mon père avait pêché pendant sa jeunesse. Gaëtan entraîne son champion, car chaque année, les villages d'Awala et de Yalimapo organisent les Jeux Kalinia, un concours d'épreuves traditionnelles devenu très populaire en Guyane. T'as vu ça? Si la planche rentre dans la vase, eh ben, il va t'éjecter devant. C'est comme une voiture. Hein, parce qu'il y a des creux, la voie n'est pas tellement bonne pour glisser. Voilà. Il y a plusieurs pays qui viennent, comme le Brésil, le Suriname, Awala, Martinique, Guadeloupe, qui viennent participer pour ces jeux-là. On est un peu les surfeurs de Awala et Yalimapo, mais pas sur la mer, mais plutôt sur la vase. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. La plage de Yalimapo est le seul véritable terrain de jeu balnéaire de tout l'ouest guyanais. Mais cette plage de sable, qui il y a 15 ans à peine mesurait 5 km de long, n'en fait plus que 2 aujourd'hui. Un sujet d'inquiétude pour les hommes, mais aussi pour les tortues. Car un miracle naturel se répète ici depuis 110 millions d'années. Comme chaque nuit, Ronald, le gardien de ce bout de littoral devenu réserve naturelle, veille sur ses protégés. Des tortues vertes, l'une des espèces les plus menacées d'extinction. La lumière rouge, moins agressive, permet de les repérer sans trop les déranger. Là, il va commencer à faire le nid. La tortue verte prépare le trou. Mais cette nuit, Ronald n'est pas seul. Damien Chevalier, l'un des meilleurs spécialistes des tortues des Caraïbes, est là pour récolter de précieuses données sur les tortues vertes. Lors de la saison de ponte, chaque tortue va venir déposer ses œufs 4 fois. Certaines ont déjà été équipées d'un véritable ordinateur de bord lors de la ponte précédente. Damien attend maintenant leur retour. Donc là, je viens de déséquiper la tortue verte. J'ai récupéré le logger. Donc c'est muni de capteurs, capteur accéléromètre, capteur de pression, capteur de température et un GPS. Alors tous ces capteurs permettent d'avoir l'activité de l'animal ainsi que sa position. Et l'objectif, c'est de déterminer l'activité de cette espèce entre chaque ponte. Une des hypothèses, c'est que cette espèce est un reproducteur sur capital, c'est-à-dire qu'elle investit toute l'énergie pour la reproduction et ne s'alimente pas durant cette période. Est-ce que ces autres turbides aussi les protègent peut-être des prédateurs? On n'en sait rien du tout pour l'instant et c'est une des questions auxquelles on essaye de répondre. Je vais la mesurer. c'est 5. Ok. Je suis à 102. Hop, c'est vraiment une petite. 121.
Évidemment, on étudie leur écologie, mais ce sont aussi des auxiliaires importants pour nous pour récupérer notamment des données environnementales, notamment des données océanographiques, puisqu'elles vont aussi dans des profondeurs et à des latitudes qui sont inaccessibles pour l'homme. Et donc, elles nous permettent d'obtenir des données qui sont très importantes aussi pour l'homme. Donc, une double raison aussi de protéger ces espèces. Depuis 20 ans où je suis là, je constate que c'est la plage qui disparaît. Hein. C'est le problématique d'érosion. Dans les années 97, où moi j'ai commencé à travailler, j'ai constaté par nuit, on peut avoir une centaine de tortues marines. Et là, on arrive à 30. Là, c'est bon, on a une tortue. On va commencer à pondre. Elle a commencé à mettre ses œufs. Bon, là, la verte, normalement, ça varie entre 120 et 110. Voilà, je pense que c'est presque la fin. Elle a bien travaillé, elle a pondu ses œufs. Elle rebouche tout le nid. Elle va repartir tranquillement. La tortue a réussi sa mission. Mais rien n'est gagné pour autant. Car un véritable fléau se développe depuis quelques années. Le braconnage des œufs de tortue. À 20 € la douzaine, un seul nid peut rapporter 200 €. Au mois de janvier, sur les 50 pentes, il y a 25 nids braconnés. Et au mois de février, il y a 200 et il y a 75 nids braconnés. Et c'est déjà énorme. C'est les jeunes d'ici qui ne travaillent pas, qui prennent les œufs pour le braconnage, pas pour consommation personnelle. Un nid sur 3 est donc ici saccagé. Autant de petites tortues qui ne pourront pas naître et donc revenir à l'âge adulte pour y pondre à nouveau. Et au braconnage s'ajoute la pollution, la surpêche. La vie de tortue est une succession de périls qu'il faut sans cesse déjouer. Cernée par deux estuaires, à l'est et à l'ouest, et par l'Atlantique au nord, Cayenne est bien une ville du littoral. dont voici le port principal situé à 2 pas du centre-ville et du marché. Ici, on le surnomme la Crique, un port qui n'attire plus que des aventuriers de la mer. La plupart des pêcheurs naviguant sous pavillon français viennent du Suriname ou du Brésil. Le port de Cayenne est en état d'urgence sanitaire. Une situation qui révolte Joseph Tarcy, l'un des derniers pêcheurs guyanais. Ici, à la Crique, tout le monde le connaît, autant que Blanche-Neige, son petit bateau de pêche. Cela fait 40 ans que Joseph traîne ses filets au large de Cayenne. Aujourd'hui, c'est l'Europe, voyez-vous. Alors, si l'Europe décide demain de dire, bon, ben voilà, ça, c'est pas fait aux normes européennes, il peut nous interdire à faire le débarquement ici. Voilà. Et bon, de l'autre côté, c'est de la honte pour la République elle-même, qui devrait s'occuper de nous. Vous mettez les moyens en place qu'il faut pour que nous soyons plus modernes, plus avancés sur le point de débarquement de nos poissons. Ben, la mer m'a pris dès lors que papa allait en mer. Je suis pêcheur de père en fils. Papa était pêcheur, pêcheur agriculteur. Nous étions quand même une famille de 9, hein, maintenant il reste 8. Et puis il fallait aider la famille, il fallait travailler. Parce que moi je suis un bosseur. Je travaille tout le temps. Et eux, ils ont peur de moi. Ils vont en avant. Il n'y a pas plus de professionnels que moi. Je suis le plus fort là. Ils ont peur là, ils courent.
C'est la France. C'est toujours le système D. Hein. On passe de 10 mètres de la ville, nous sommes déjà en mangrove forêt. La forêt tropicale, voyez-vous, regardez, et pourtant il y a des bateaux. Nous sommes en Europe. Hein. Vous voyez là, on a une belle place ici. Ils peuvent faire un petit port de pêche pour nous ici. Une belle marina, avec des ponts flottants comme on voit partout. On n'a pas ce qu'il faut. Et on a toujours des promesses, toujours des promesses. La mer, elle est là. Elle est en face de Cayenne. Partout, la Guyane, nous avons la mer Atlantique en face de nous. Pourquoi pas faire de la Guyane ce qu'elle mérite? Joseph y croit encore. C'est pour cela que tous les jours, il part pêcher au large. Les eaux guyanaises sont réputées poissonneuses, car la réglementation y est plus sévère qu'au Suriname à l'ouest ou au Brésil à l'est. Mais les incursions illégales des bateaux de pêche de ces deux pays dans les eaux françaises sont courantes. Fausse identité des bateaux, filets 3 fois trop longs. En mer, c'est une véritable guerre qui se joue contre la pêche illicite. C'est un navire de pêche français a priori. Ouais, c'est un gros pavillon français. Là, on va vérifier le maillage du filet. Alors, on fait une moyenne sur 20 mailles. « 116, 121, ouais, c'est bon. Donc là, on vient de faire la moyenne, 121 de maillage, il déclare 60, 120, donc c'est bon, on est à la moyenne. Capitaine, c'est bon pour le maillage. Ok? Ok. Quanto Akupa. Akupa rouge. Croupier à 40. 40. Mâchoire Oui. blanc 20 et jaune 40. Et vous le marquez où ça? Tu as un document? Non. Tu sais dans ta tête? Non. Ok. Malgré les apparences, le bateau est bien français et en règle. Il pêche entre autres de l'acupa rouge, la poule aux œufs d'or guyanaise. Alors ici, tu vas trouver de la coupa. C'est ce qu'ils cherchent. Ils prélèvent la vessie natatoire, qu'ils font sécher et qui est revendue pour être exportée vers les pays asiatiques. Bilan, le bilan est positif parce que tout est en règle. Tout est bon, le filet, la pêche. C'est terminé pour nous, le contrôle. L'acupa, c'est le poisson le plus recherché et sur lequel plane la menace de la surpêche. Alors, ça va? Comment s'est passée la pêche? Ça va. L'IFREMER, l'Institut français pour l'exploitation de la mer, envoie alors ses émissaires tous les jours sur le port de Cayenne, superviser le nombre des prises et analyser l'état de la ressource. Donc, vous êtes resté 7 jours en mer. Et comment ça s'est passé? Ça a été, mais pas trop. C'est dur d'attraper du poisson en ce moment? Oui, un peu. Donc ici, c'est de l'acupa rouge. On voit bien la coloration. Donc là, on va faire les mesures. 91, 98, 82. L'intérêt de mesurer de l'acupa rouge, c'est par exemple si on commence à avoir beaucoup plus de petite taille d'acupa rouge, ça veut dire que le stock est en train de baisser, donc la quantité de poissons est en train de baisser, vu qu'il n'y a que des petits individus qui ont potentiellement pas eu le temps de se reproduire et donc pas eu le temps de renouveler le stock. C'est le marché asiatique qui a rendu l'acupa très attractif. Vendu pour sa consommation à 4 € le kilo, l'acupa prend une toute autre valeur grâce à sa vessie. Les Chinois lui prêtent des vertus médicinales et aphrodisiaques. Une fois séchée, elle se vend à prix d'or, 1 000 € le kilo sur le marché de Hong Kong. Excusez-moi, c'est juste pour savoir, la vessie, vous en avez? Vous la vendez plus tard, non? Oui, c'est ça, plus tard. Ok.
And you're gonna sell it later. Yeah, later. C'est vrai qu'il y a certains bateaux qui pêchent, en fait, qui laissent le filet de 6 h du matin à 6 h du soir. Et en fait, le poisson, il est complètement avarié. Donc, c'est-à-dire qu'il est plus frais. Et donc, ils récupèrent les vessies et ils jettent le poisson à la mer. Le facteur limitant pour la pêche, c'est la cale à glace. Si la cale à glace est remplie, les gars reviennent. Parce qu'ils n'ont plus de quoi stocker le poisson. Donc, s'ils prennent que les vessies, eh ben, ça veut dire qu'ils peuvent rester plus longtemps en mer et juste récupérer de la vessie. Non, on ne peut pas dire de bêtises. 1 000 € le kilo, c'est pas vrai. C'est en Chine. Ah non, oui. Mais en Guyane, c'est 100 et quelques euros, 100 €. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est ce qui permet aux marins de survivre. Pas de vivre, de survivre. Survivre à la crique, c'est tout ce qu'on peut espérer. Le lendemain, une grosse opération de gendarmerie se prépare le long de la frontière brésilienne. Richard espère bien arraisonner quelques bateaux illégaux, souvent des tapouilles brésiliennes qui mettent en péril la ressource et tout un écosystème. La frontière, elle est ici. Voilà. Tous les navires font régulièrement des incursions le long de la frontière, les navires de plus grosse importance. Ce qu'on va viser, c'est les tapouilles qui viennent se réfugier dans les criques pour se mettre à l'abri, de telle manière qu'on ne puisse pas les intercepter. Pour surveiller ce désert maritime grand comme l'Angleterre, l'aviation est régulièrement mise à contribution. Sur la base navale de Cayenne, la Marine nationale s'apprête elle aussi à apporter son soutien. C'est ici que s'entreposent les prises de guerre. Des bateaux de pêche brésiliens, des tapouilles et des dizaines de kilomètres de filets. Tribord avant, 50%. Ce patrouilleur de 60 mètres, habituellement chargé de sécuriser l'espace maritime français pendant les tirs de fusée au large de Kourou, apporte aujourd'hui sa force de dissuasion. À l'ouest, vers la frontière brésilienne, les gendarmes et leurs vedettes sont déjà sur le front. C'est une journée à haut risque qui les attend. Tout ça, c'est des bateaux, ça. Voilà, tout ça. C'est les pistes brésiliennes qui sont dans les eaux territoriales françaises. Voilà, donc là, on se dirige dessus au plus vite possible. Là, elle trace. Bon, on prépare le matos, hein, pour un éventuel contrôle. On met des casques pour se protéger au cas où il y ait des jets de projectiles. Des jets de bouteilles de gaz, par exemple, des jets de planches, parce qu'ils savent que si on arrive à monter à bord et qu'on leur déroute leur navire, là, ça leur coûte très cher. Très vite, la vedette se retrouve entourée d'une quinzaine de tapouilles qui prennent la fuite en direction des eaux territoriales brésiliennes. Les pêcheurs préfèrent abandonner leurs filets dérivants, mais n'hésitent pas à menacer les gendarmes français. Là, on voit bien les filets pour nous empêcher de monter à bord. Ils se regroupent, ils se massent pour pas qu'on les identifie, bien sûr. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes à bord. Donc pour l'instant, voilà, il y a des menaces, des insultes en brésilien, et voilà. Donc ils mettent des bouts à l'arrière, pareil, pour nous empêcher de s'approcher avec notre semi-rigide. Donc là, la problématique pour monter à bord, en effectif, on n'est pas assez nombreux, le rapport de force est trop supérieur. Le métier est assez dur et la ressource est moindre que des gens comme ça pillent les eaux françaises. On appelle ça du braconnage et de la piraterie limite, quoi. Ah, une fois que c'est la frontière. On est à la frontière, ouais. Ok, c'est bien pris. Tous les bateaux brésiliens sont repartis dans leurs eaux. Et là, on est en attente de l'ERF, le bateau relève filet la Kawan, qui va venir relever les filets que les pêcheurs brésiliens ont laissés sur zone. Pas de contrôle ni de saisie de bateaux. La Marine nationale récupère ces pièges dérivants, si destructeurs pour la ressource. L'an dernier, plus de 300 km de filets ont ainsi été confisqués. Allez, go, vert.
Les gendarmes, eux, repartent en mission vers l'embouchure du fleuve, jusque dans les mangroves. C'est là que les pêcheurs campent et se cachent le jour avant de récupérer leur pêche pendant la nuit. Ah, là, il y a une crique, là. On lève. Hop, hop, stop. Lève le moteur. La marée ne laisse que 2 heures aux gendarmes pour intervenir. À partir d'ici, débute un territoire extrêmement dangereux. Éteins, éteins. Putain, ils sont en paquet, là. Ouais, ça braille dans tous les sens. Putain, ils sont où? Ah, c'est toujours des situations un peu tendues. Surtout que là, voilà, il y a des gens dans la mangrove, on ne sait pas où ils sont, donc on n'a pas de visuel dessus. Il n'y aura pas d'effet de surprise en arrivant sur la tapouille parce qu'on est déjà repéré. Donc là, ouais, on est sur les gardes quand même. Ouais. Donc ça reste comme un contrôle sensible. Voilà, il y a une tapouille en face. Stop! Stop! Parlez! 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 Lève ton moteur. Lève ton moteur. Attention, il y a un feu de camp à gauche. À qui? Combien là? Mano, fais ça. Seb, tu montes à bord. On va la faire sortir tout de suite, Seb. Donc là, t'as de la coupa hein, en haut, plus une certaine quantité de vessie fraîche dans les cales. Viens ici, là. Là. C'est bon, Seb, tu peux y aller ou quoi? Eh, tu restes accolé, hein, Max. Hein. Tu restes avec nous. Hein. Je sais que c'est dur. Alors, le problème, c'est qu'ils viennent, c'est des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent hein, dans leur pays. Hein. Ils sont exploités hein, par des armateurs. Hein. Alors, ils vont là, voilà, et peut-être qu'il va repartir avec son bateau, tout simplement. Hein. On va juste détruire la cargaison et repartir avec son bateau au Brésil. Quoi. Voilà. Donc là, ouais, c'est dur pour eux, mais bon, c'est le jeu. Oh putain, le con! Viens là! Pareil! Ah, fais chier. Putain! Merde! Au milieu de tout, on ressort de la crique. Finalement, les autres pêcheurs se dévoilent. Par peur de perdre leur tapouille, ils préfèrent coopérer. Hé, hey, capitaine, Aki! Tu viens? Ok. On prend un seul mec. Uno! Ok, Aki en el bateau. Tu peux regarder? Pour l'instant, là, il vide que de la coupa. Que de la coupa, ouais. Et puis des belles pièces, hein. Ok, et le poisson. Hey, par-dessus l'or. Voilà. On a à peu près 125 pièces d'acoupa, 25 pièces de mâchoire en blanc et 25 pièces de croupia. Donc là, il y a 1 tonne de poisson qui a été détruit. Pour faire 1 kilo de vessie, il faut 30 kilos de poisson. Le sac de vessie, là, fraîche, allez, à peu près, hein, parce qu'on n'a pas de balance sur nous, on estime à 20 kilos. Ok, les vessies, gauche. Ouais, voilà. Voilà. Cette fois-ci, les gendarmes ont gagné. Mais combien de pêcheurs clandestins passent entre les mailles du filet? Du Brésil au Venezuela, il y aurait 5000 petites embarcations comme celle-ci qui traquent la coupa. Trop de pêche, trop de trafic. L'Ifremer est vigilant et multiplie les études pour évaluer l'état de la ressource et préconiser, si nécessaire, des restrictions et des quotas de pêche. Alors, Yann Rousseau est pêcheur, un pêcheur de larves. Cet ingénieur biologiste parcourt les mangroves du littoral, véritable pouponnière de l'océan.
Les mangroves sont un espace vital pour toutes les espèces marines et en particulier pour les plus menacées, les crevettes et les acoupas. C'est vraiment un milieu très riche, justement entre la zone marine et la zone d'eau douce. Et ces mangroves, en perdant leurs feuilles, viennent enrichir le milieu, ce qui va servir ensuite à l'alimentation des larves de nombreuses espèces de crustacés et de poissons. Donc les racines servent de refuge contre la prédation. Voilà, c'est bon, et tu coupes. Et là, tu accélères un petit peu. Et c'est parti pour 10 minutes. Donc on va tirer le filet 10 minutes. Alors là, déjà, la température de l'eau en Guyane a augmenté d'1 degré ces 30 dernières années, ce qui est déjà énormément plus au-dessus de la moyenne mondiale. Donc cette augmentation de 1 degré serait justement un des facteurs explicatifs de la diminution des stocks de crevettes, notamment. C'est inquiétant puisque malheureusement, ça va pas se terminer là, ça risque de se poursuivre. Donc pour toutes les espèces qui peuvent se déplacer, elles vont pouvoir quitter le territoire et survivre, mais pour toutes celles qui ne peuvent pas, qui sont vraiment inféodées aux conditions d'ici, malheureusement, elles risquent de disparaître. Il y a du monde. On voit que l'eau est bien chargée. On dirait qu'on est en train de pêcher dans la boue, mais non, c'est l'eau qui est ici très chargée en sédiments. Alors voilà la pêche. On a essentiellement là des anchois. On a aussi des larves de crabes. Là, on a une espèce de la famille des poissons-chats. Ensuite, ces crevettes qui sautent, c'est l'espèce qui est commercialisée ici en Guyane. La pêche n'était pas trop mauvaise, mais a priori, là, dans cet échantillon, il n'y a pas énormément d'acoupas. S'il y en a, elles sont vraiment petites, de toute façon. Donc c'est à vérifier sous la loupe binoculaire au labo. Merci. On va regarder de suite si on a eu des larves. C'est donc ici, dans ce laboratoire de l'Ifremer, entre 4 murs, que l'océan dévoile le mieux ses mystères. Donc là, une larve d'acoupa aussi, toute petite, vraiment toute petite. À la loupe binoculaire, Yann va diagnostiquer ses échantillons. Cet océan est méconnu probablement parce qu'il est trouble, contrairement aux récifs coralliens de la Martinique, etc., où là, évidemment, tout de suite, la diversité apparaît en plongeant. Ici, on ne peut pas plonger. L'eau est vraiment trop turbide, on a des forts courants, de toute façon, on a une visie proche de 0. Donc, on est obligé de faire des prélèvements. Donc, voici un échantillon, juste sur un prélèvement de quelques centaines de mètres cubes d'eau. Bon, on voit tout de suite la richesse de cet environnement côtier guyanais, de la mangrove, puisqu'on s'aperçoit que là, dans un échantillon, il y a peut-être 200, 300, peut-être même plus d'individus, de différentes espèces, une trentaine d'espèces, je dirais. Même chose d'acoupa. Donc ça, c'est un juvénile d'acoupa. À partir du tri qu'on a effectué sur le premier échantillon qu'on a prélevé ce matin, on s'aperçoit que pour l'instant, la diversité est correcte et c'est bon signe. Il y a encore quelques années, peu d'études avaient été réalisées sur le milieu marin. Donc en fait, il y a tout à découvrir encore ici et il faut essayer de rendre justement clair ce qui est plutôt trouble dans ces eaux vraiment marronasses de Guyane. Encore et toujours méconnu, cet océan du plateau des Guyanes n'a semble-t-il pas encore dévoilé tous ses secrets. Et son littoral, qui ne ressemble à aucun autre, reste tout aussi surprenant. Des signes avant-coureurs, comme ces galets de vase, pourraient annoncer la fin de l'envasement d'une partie des plages de Guyane et le retour de la houle océanique, si chère aux surfeurs. Pour l'instant, seuls quelques kitesurfers s'adonnent à leurs loisirs. Les amateurs de vagues, eux, devront encore patienter.
ce sont davantage les parapentistes qui, du ciel, dominent la houle et ses étendues de vase uniques au monde. Cet océan qui ne cesse de redessiner le littoral est finalement bien imprévisible. Il oblige les hommes à s'adapter ou à renoncer. Des plages de Cayenne à celles de Yalimapo, cet océan capricieux est décidément propice à toutes les aventures.